Donc, je m'appelle André Finot, je m'occupe de la communication et du mécénat de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis septembre 2014. Alors je vais raconter l'histoire qui est la mienne, celle que j'ai vécue le soir de l'incendie. Le soir de l'incendie, je souhaitais partir tôt pour aller chercher mes enfants. Et j'avais un rendez-vous à 18h15 au pied de la statue de Charlemagne, qui est une grosse statue qui est située sur le parvis de Notre-Dame. Ce jour-là, il faisait beau, un petit peu de vent, mais c'était vraiment un soir très très agréable. Au bout d'un moment, on voit une petite fumée en fait, qui se dégage entre les deux tours. Et les policiers sont arrivés, nous ont évacués, et je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire. Et là, on nous a expliqué ce qui se passait en fait. Mais on ne voyait rien, parce que quand vous êtes sur le parvis, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière les tours. Le monument est toujours debout. Vous voyez des pompiers qui arrivent de partout, des policiers qui arrivent de partout. Vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, tout le monde a débarqué. J'ai vu que le président s'avançait vers le parvis. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment pour avancer, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Et il s'est avancé vers un camion, vers une camionnette. Et cette camionnette, en fait, elle avait cette porte latérale qui était ouverte, avec cet écran géant. Cet écran géant, en fait, il diffusait l'image d'un drone qui était au-dessus de Notre-Dame. Et donc, il nous montrait l'incendie. Et là, j'en ai des frissons en vous parlant. J'ai compris ce qui s'était passé, en fait. C'est le premier moment où, enfin, j'ai saisi l'horreur et j'ai vu que la charpente avait disparu. Et on est tous restés scotchés comme ça autour de cet écran. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais mon téléphone, donc je suis allé voir un policier. Je lui ai dit, vous n'avez pas une batterie de secours à me prêter? Et il me dit, si, il y en a dans le camion des drones, donc dans cette même camionnette. Donc ils avaient tout un stock de batteries, de chargeurs de batteries. Il m'a gentiment prêté son chargeur pendant toute la nuit. J'ai rechargé mon téléphone. Et j'ai fait des allers-retours en fait entre cette camionnette et l'extrémité du parvis en fait, puisqu'il y avait des médias qui voulaient nous voir voilà. Et c'est vrai que mon attention s'est focalisée sur cet écran et j'étais bluffé par le travail de ces pilotes de drones qui nous montraient l'horreur en fait. Puis le président de la République est revenu sur les coups de minuit moins 10, je crois. Il est revenu se mettre devant l'écran de télévision pour voir encore le travail des drones. Puis au bout d'un moment, il a dit, bon, moi j'y vais. Et il est parti, je l'ai suivi et c'est comme ça que j'ai vu l'intérieur. Le centre de commandement ce soir-là était sur le parvis. C'est la camionnette de mon plombier dans lequel il y avait un écran de télévision. Voilà. C'est complètement improbable. Vous attendez pas à voir une voiture comme ça. Vous attendez pas à voir un écran de télé dans une voiture comme ça à cet endroit-là. C'était irréel. Et donc, il y avait, donc, sur cet écran de télé, donc, vous aviez ce camion qui était positionné sur le parvis, là où aucune voiture n'a le droit de stationner en temps normal. Vous aviez donc, vous approchiez, il y avait la porte latérale qui était ouverte, et ça avait laissé, on devinait, on voyait cet écran de télévision dépasser, avec ces images improbables qui défilaient, quasiment fixes en plus, hein, puisque le drone est resté quelque temps sans bouger au début pour qu'on puisse se rendre compte de ce qui se passait. C'est là où en fait tout le monde s'agglutinait. C'est là où les pompiers venaient se rendre compte de ce qui se passait, où le commandant des pompiers faisait des allers-retours. En fait, il avait un tableau Velleda un peu old school, hein, un peu plus loin, où il notait en fait tous les éléments, là où les gars devaient intervenir, où ils étaient positionnés. Et il revenait voir en fait toutes les 2-3 minutes cet écran pour comprendre en fait ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et donc voilà, donc c'est vraiment le lieu central, le lieu où tout le monde se retrouvait en permanence. Bon, on comprend tout de suite que c'est un drone, hein, parce que l'image est très stabilisée, que c'est pas un hélicoptère, parce que sinon ça bougerait un peu plus. Et là, on est quand même bluffé par la technologie. On dit que de savoir que déjà ils sont arrivés en quelques instants, hein, c'était complètement improbable, de s'être positionné à cet endroit-là, à ce moment-là, c'était... là, j'ai eu un waouh. L'outil n'est pas qu'un gadget en fait pour des petites images de télé, mais ça peut aussi sauver en fait un bâtiment comme celui-là. Et pourquoi pas sauver des vies, hein. C'est ce qu'on se dit, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, encore une fois. On comprend tout de suite en fait que c'est l'élément déterminant, le drone en fait, parce qu'il va pouvoir s'avancer, il va pouvoir aller au plus près en fait des dégâts,
Vous êtes dans un moment où le réseau est saturé en plus, hein. Il y a tellement de journalistes qui s'agglutinent, votre téléphone il n'arrête pas de sonner, vous ne savez pas où sont vos amis, où sont vos collègues, vous ne savez pas tout ça. Et en fait, le drone, et c'était assez particulier ce soir-là, parce qu'en fait, il a rassuré tout le monde tout de suite. Parce qu'on a vu qu'en fait, tout était parti d'en haut et que toute personne qui connaît un peu le monument sait qu'en fait, il n'y a jamais personne en haut, jamais. Et comme à ce moment-là, on voyait encore toutes les voûtes, on voyait tout, on a très bien compris, il n'y avait pas encore d'effondrement, on a très bien compris que, enfin, moi j'ai cru comprendre, ou du moins j'ai le souvenir d'avoir compris, qu'il n'y avait pas de mort en fait. Je suis allé au contact des journalistes pour leur parler, et comme je ne voyais pas ce qui se passait, en fait, je faisais des allers-retours avec le camion pour voir justement ces images en drone, comprendre ce qui se passait et ensuite leur raconter en fait ce qui se passait par rapport au travail du drone. Moi, je suis resté sur place jusqu'à 4h moins 10. Je suis rentré chez moi, je suis allé prendre une douche. J'ai retrouvé ma femme qui regardait les images du drone également qui a été diffusées en boucle sur les chaînes de télévision en continu. Et je suis revenu à 6h et j'ai revu mes copains dronistes. Et voilà, et j'ai vu que le feu était vraiment calmé, hein. Il restait quelques points chauds. Et voilà, de toute façon, c'était irréel. De toute façon, c'est extrêmement simple, hein. Les drones ont été là dès le départ, en fait, dès le lendemain de l'incendie, hein. L'incendie a eu le 15, le 16, les équipes étaient au travail, parce qu'on ne savait pas si on pouvait monter déjà sur certaines parties de la cathédrale et voir l'état de la voûte. Donc, l'être humain est lâche, il envoie des robots, donc en l'occurrence les drones, en fait, pour aller au plus près des éléments et voir si l'échafaudage va encore tenir. Et il y a des éléments de bois, en fait, à ce moment-là, qui pendent et qui menacent de tomber et de tuer quelqu'un si jamais quelqu'un s'aventure en dessous. Et puis ensuite, il y a de la pierre, il y a les voûtes, en fait. Et avec le drone, quand on avance, en fait, on voit si des pierres ont pu bouger, c'est-à-dire ont pu descendre un petit peu. Et si ces pierres, alors après, on va utiliser la technique du laser, hein, qu'on va mettre un peu partout dans le monument, et on va se focaliser sur certains points pour voir si ces éléments-là bougent. Mais dans un moment d'urgence, en fait, le drone est là pour repérer toutes ces anomalies. Voilà. Et donc c'est pour ça que le drone a été extrêmement utile, et d'une part au moment de l'incendie, enfin quelques instants après le début de l'incendie, et de deux le lendemain, en fait, pour voir l'état du bâtiment, pour être sûr que rien ne s'effondre, en fait, parce qu'on ne savait pas le 16 avril au matin quel était encore l'état de la cathédrale. On n'était pas allé dans la tour nord, ni dans la tour sud, là où il y a les cloches. Si le bois à l'intérieur avait complètement cramé, les cloches auraient pu tomber, et en tombant, comme c'est des objets de plusieurs tonnes, elles auraient pu faire s'effondrer la façade du bâtiment. Sans le drone, en fait, il y a des endroits où on ne peut plus accéder, hein, on ne peut toujours pas accéder. La clé de voûte, c'est la croisée des transepts, c'est au milieu de la cathédrale, là où il y a plus rien, en fait. Vous avez quand même, le drone permet d'accéder, en fait, à cet endroit, de se positionner en plein milieu et de voir les différents éléments s'ils bougent ou pas. Et quand vous faites une photographie à un instant T, vous revenez le lendemain ou 3 jours après, vous refaites la même photo parce que le drone permet justement de se mettre positionné exactement au même endroit. Vous pouvez faire la même photo et donc vous pouvez voir qu'en fait, où des choses ont bougé ou rien n'a bougé. Donc c'est ce qui permet aussi aux architectes de prendre des décisions un peu plus tranchées. La première rencontre avec un drone à Notre-Dame, c'était pour un documentaire pour France 2 dans mes souvenirs, et ils sont arrivés avec cet engin. Et pour la première fois, on n'avait pas besoin d'une nacelle pour avoir une vue à plus de 2 mètres de haut. Et là, c'était bluffant. Et puis, tout ça s'est un peu démocratisé. Et j'ai fait un tournage en extérieur pour une animation, une attraction qui était assez rigolote d'ailleurs, où le drone passe dans des endroits auxquels on ne passe jamais, entre les deux tours, tourne autour du chevet. On a fait un beau documentaire pour Déraciner les ailes qui sortira à la rentrée prochaine. Cet instrument a été extrêmement utilisé, c'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, quand il y avait les tournages dans la cathédrale, on se contentait d'une caméra, d'un perchman. On se promenait, on ouvrait des portes, on montait et compagnie.
Il y a une petite révolution qui s'est faite ces 2-3 dernières années, où les drones n'avaient plus des batteries qui duraient 3-4 minutes, mais duraient un peu plus longtemps. Et les conservateurs ont compris que cet instrument n'était pas forcément dangereux pour le monument, parce qu'ils avaient peur en fait que la commande puisse se décrocher et que le drone puisse s'encastrer dans un vitrail ou dans un pilier. Et donc, au fur et à mesure, on commençait à accepter en fait ces tournages en drone. Donc, on n'en faisait pas tous les 4 matins, parce que pour moi, ça nécessite de venir tard le soir ou tôt le matin avant l'ouverture ou après la fermeture. Mais il y avait toujours ces tournages en drone que j'adorais, hein. Le monument, il était à moi. Je le partageais avec ces dronistes. Et il me permettait de voir des détails que je n'avais jamais vus avant. Quand vous rentrez dans ce lieu, en fait, vous voyez que c'est très haut. Les rosaces, elles sont très belles, mais vous voyez que la lumière globale, en fait, qui en sort. Mais dès que vous pouvez monter avec un drone, en fait, vous voyez déjà, et d'une de face, ces vitraux incroyables. Et en plus, vous pouvez voir les détails, ce qu'on n'avait jamais fait avant. Et le fait de pouvoir se promener, d'avancer, de reculer, c'était des mouvements complètement exceptionnels. Et puis il y a eu aussi ces utilisations de drones, notamment avec Morgan Freeman au mois de novembre dernier, pour un très très beau plan séquence en fait, qui vient conclure la série de 6 ou 8 épisodes de la saison de son émission. Et on était en train de travailler avec Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand, avec sa réputation incroyable, on a un monsieur tout le monde qui arrive et qui vous dit j'ai beaucoup utilisé l'hélicoptère, maintenant l'hélicoptère c'est très compliqué. J'ai beaucoup utilisé la péniche pour tourner autour de Notre-Dame, maintenant la péniche c'est trop compliqué. On va se lancer dans le drone parce qu'on a plus de liberté. Et donc voilà, donc on avait cette envie surtout que Notre-Dame avait des problèmes d'entretien. Donc on avait besoin d'argent pour entretenir le monument. Et il m'avait proposé de filmer en drone tous ces éléments-là et de m'offrir les images en fait. Donc pour moi le drone c'est quand même quelque chose qui est un bouleversement artistique. Et aussi c'était le moyen pour demain communiquer sur nos besoins et sur les besoins pour sauver le monument qui était en état de péril déjà depuis une vingtaine d'années. Et je garde un souvenir très ému d'un tournage qu'on avait fait le 2 novembre dernier avec Morgan Freeman. C'était très sympathique en fait. Morgan Freeman a une émission sur Nat Geo en fait, où il se promène à la découverte des religions du monde et il tenait à faire une séquence à Notre-Dame. Donc on a fait une séquence à Notre-Dame et il voulait terminer son émission par un plan en drone où lui remonte la nef à pied. Et le drone, en fait, va en reculant tout en montant. Ça donnait un effet complètement incroyable. Et, voilà. Et quand je revois ces images maintenant, 7-8 mois après, je garde un souvenir très ému de ces moments uniques passés avec ces petits engins improbables. Et de voir ces images complètement délirantes, ça me prend aux tripes, quoi. Le bâtiment est debout, aucun objet d'art ou presque n'a été perdu. Et puis, il y a un moment délicieux en fait pour toutes les personnes qui rentrent, qu'elles soient croyantes ou non, c'est de voir Notre-Dame, Notre-Dame de Paris, elle est représentée par une statue du XIVe siècle, qu'on appelle la Vierge aux piliers. Et cette Vierge aux piliers qui s'est retrouvée au milieu des gravats, au milieu des pierres, au milieu des poutres brûlées en fait, elle est sortie de là intacte. Et donc elle a été sortie et mise dans une chapelle. Et cette statue qui était blanche, en fait, malgré l'incendie, elle est toujours blanche. Et on ne l'a pas nettoyée. Et donc de savoir que le symbole de Notre-Dame, la Vierge Marie, la Vierge du XIVe, soit sortie intacte d'un tel incendie alors que tout s'est effondré sur elle, c'est une note d'espoir absolument incroyable. Et tous les ouvriers, qu'ils soient musulmans, juifs, ce que vous voulez, chrétiens, ne demandent qu'une seule chose, en fait, c'est que cette statue continue de les protéger, qu'elle reste dans cette chapelle pendant les 5 prochaines années.